Bonjour à tous les passionnés de zoo, je suis Nico de Nature et Zoo et aujourd'hui je suis en Belgique à Paradijsa pour la découverte en avant-première du nouveau monde du parc belge. Il s'agit bien sûr d'Edenia, la plus grande serre tropicale au monde. Elle fait 4 hectares de superficie et elle accueille plus de 200 espèces animales ainsi qu'une collection végétale incroyable. Allez, je vous emmène, on va aller voir ce que ça donne. En fait, ce monde, c'est le 10e monde de Paradijsa, mais c'est quand même un monde très particulier parce que c'est un monde vivant. C'est un véritable écosystème zoologique et végétal qui a été créé dans ce volume gigantesque. Nous parlons quand même d'une surface de 40 000 mètres carrés sur plusieurs niveaux. Donc il y a un monde souterrain où on peut voir, je dirais, la vie sous la mer, mais également toutes les zones techniques parce que, vous savez, j'ai besoin de la technique et nous avons de la technologie de pointe partout dans cet endroit. Mais je trouve qu'il faut la cacher, parce que la technique est au service de la vie, est au service de la beauté. Donc, effectivement, c'est un projet qui est immense pour nous. On aurait pu faire un dôme, mais l'inconvénient du dôme, si vous voulez, c'est que la hauteur diminue très très vite. Or, un des végétaux symboliques de la nature tropicale, c'est le palmier. Et toute la vie du palmier se trouve à son sommet. Vous ne pouvez pas tailler un palmier. Et donc, si vous voulez lui offrir une longue vie, vous êtes obligé d'avoir une toiture haute partout, sinon vous ne pouvez en planter qu'à l'endroit où la hauteur est la plus haute. Ici, d'office, on a décidé de leur offrir 24 mètres de hauteur sur l'ensemble de la surface. L'eau, c'est la vie. Et donc, on voit, je dirais, des paysages. Il y a 17 000 mètres cubes d'eau ici pour nos requins, nos raies, nos tortues de mer. Il y a un très beau volume qui a été réservé pour les lamantins des Antilles. Vous savez, 17 000 mètres cubes, c'est l'équivalent de 7 piscines olympiques. Donc c'est un fameux volume à traiter. Comme on aime cacher la technologie, il y a 5 000 mètres carrés, donc un demi-hectare de locaux techniques sous vos pieds. Donc c'est effectivement, je dirais, un vrai cauchemar d'avoir réalisé ce qui ressemble à un rêve aujourd'hui. En fait, je crois que ça va aller très très vite. Si vous voulez, il ne faut pas oublier que la plupart des plantations ont été effectuées en hiver. Or, les plantes tropicales, lorsque les conditions sont réunies, elles explosent. Si vous avez en journée 25-26 degrés, une terre extrêmement féconde, un système d'irrigation parfaitement approprié en fonction de tel végétal, ça pousse à une vitesse hallucinante. Et donc, si vous voulez, pour nous, c'est un peu un moment de répit. Et pour l'instant, tout vient d'être installé. Donc toute la diversité végétale est déjà présente, un grand nombre d'animaux sont déjà ici, ils ne sont pas encore tous arrivés parce que nous sommes encore en hiver et qu'on ne peut pas transporter certains animaux tropicaux comme les lamantins par exemple. Mais ce que je sais, parce que je connais les plantes, c'est que dans quelques temps, si le problème va être juste à l'inverse, c'est qu'il va falloir contrôler tout ce volume végétal autour de nous. C'est un projet complètement unique. En fait, nous sommes partis de rien et ça ne se fait nulle part ailleurs. Donc, nous avons recréé vraiment un monde vivant au service des êtres vivants et au service donc des animaux et des végétaux. Et donc, on a dû refaire un climat ici à l'intérieur qui était un climat tropical avec des températures minimum, une certaine humidité qui doit être stable et constant toute l'année. Et forcément, le grand défi, c'était le bien-être des êtres vivants, mais également l'éco-responsabilité. Il était impensable de faire ceci en n'étant pas éco-responsable. Et donc ici, nous avons dû d'abord concevoir un bâtiment vraiment sobre en énergie, avec des isolations importantes dans tous les murs qui ne sont pas vitrés. Et au niveau des vitrages, nous avons tous des vitrages différents en fonction de l'orientation des façades ou de la toiture, afin de d'abord avoir une bonne isolation pendant l'hiver et laisser rentrer aussi le soleil.
mais également en été pour éviter la surchauffe. Et donc ça, c'est vraiment un gros développement qu'on a fait avec l'université. Et puis alors, nous avons évidemment 40 000 mètres carrés de vitrage avec ce climat tropical et qui est régulé par pas mal d'automatisation. Au niveau des ventilations, c'est des hybrides. C'est quoi des hybrides? C'est-à-dire qu'en hiver, on récupère la chaleur qui sort de la serre pour la remettre dans l'air qui rentre. Et en été, on ventile, on utilise moins d'électricité, on a une ventilation plus naturelle le soir. Et tout ça est automatisé grâce à des centrales météo et des prévisions, surtout sur la météo du lendemain. Ça ne sert à rien de ventiler une serre s'il fait chaud un jour et que le lendemain, il va faire froid. Et puis, ce qui est très important, c'est qu'on devait se baser sur les énergies renouvelables. Et donc, ce qui était à nos dispositions, nous avons le soleil et donc tous des panneaux solaires sur nos parkings qui permettent de chauffer tout ça grâce à des pompes à chaleur. On a aussi l'eau qui est dans le sol, la géothermie, donc on va chauffer grâce à la géothermie. 30% du chauffage viendra de la géothermie. Et puis on récupère évidemment toute l'eau des toitures, 40 000 mètres carrés, ça fait beaucoup d'eau. Nous avons des citernes de 1400 mètres cubes d'eau et cette eau elle est traitée. On l'alimente en nutriments pour la donner aux arbres et aux plantations. Mais on utilise également cette eau au niveau de la brumisation parce que la brumisation nous permet évidemment, quand il fait chaud, de faire baisser la température. Et une chose qui est importante aussi au niveau du climat, c'est que ce qui nous aide aussi dans le climat, c'est les arbres et c'est les plantes qui jouent un rôle important dans ce climat. Donc oui, nous sommes ici éco-responsables malgré une énorme structure vitrée. Et vous savez, je suis arrivé à Peridaisa il y a 8 ans et demi, ça fait 8 ans et demi qu'on pense à ce projet, en parallèle d'autres projets bien évidemment, parce qu'on a toujours plein de projets, plein d'idées à Peridaisa. Et donc c'est 8 ans et demi de développement, c'est 5 ans de construction, ce sont des centaines d'entreprises, dont beaucoup d'entreprises belges et du nord de la France. Nous avons également, ce sont des milliers et des milliers d'heures de travail, mais de conception au début et puis sur chantier avec des bureaux d'études plein de spécialistes en HVAC, en électricité, en brumisation pour venir au bout d'un tel projet. Il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments où on s'est de peur et il y a des moments de joie maintenant à l'inauguration. Oui, c'est un projet complètement exceptionnel dans les chiffres. Par exemple, la charpente métallique et tout, c'est 1325 tonnes d'acier qui repose sur 25 colonnes. Donc voilà, c'est un projet complètement unique. Alors, la Fondation Peridaisa a été créée il y a plus de 10 ans maintenant et s'occupe de programmes de conservation sur le terrain, donc in situ, mais aussi de programmes de recherche en faveur de la conservation de la biodiversité, à la fois en Belgique et à l'international. Alors ici dans Edenia, donc on est dans un environnement des tropiques, donc on a 5 projets qui sont projets de conservation qui sont intégrés à Edenia. Donc le premier, c'est le projet de conservation sur le jaguar. Donc depuis ici quelques semaines, on est partenaire avec l'ONG On Safari au Brésil, qui travaille dans le Pantanal brésilien, qui est la plus grande plaine humide au monde, et on soutient leur programme à hauteur de 10 000 € pour leur centre de réhabilitation et de réintroduction de Santa Sofia. Donc le but, c'est de récupérer, réhabiliter, soigner et sauver, et quand c'est possible, réintroduire dans la nature les jaguars qui sont victimes soit du trafic illégal ou des feux de forêt ou autres problèmes liés parfois à la coexistence avec l'homme ou le réchauffement climatique, mais aussi d'autres espèces de la région qui sont aussi victimes des mêmes problématiques comme le tapir ou le loup à crinière. Donc ça, c'est un de nos premiers projets, donc c'est le plus nouveau, c'est un peu une avant-première aujourd'hui pour ce projet. On en a d'autres. Alors, on a un projet sur le caméléon de Parsons, qui est le plus grand caméléon du monde. Donc ça, c'est un projet qui a été lancé en 2025 avec le Chameleon Center Conservation, qui est une ONG suisse qui s'occupe de la conservation de cette espèce à la fois dans les parcs zoologiques, mais aussi sur le terrain à Madagascar. Et donc, en 2025, on a soutenu leur programme qui a réalisé pour la première fois en première mondiale un suivi écologique de cette espèce grâce à des petites balises GPS et des balises qui prenaient des données sur l'habitat autour du caméléon, donc l'humidité, la température, etc. Donc ça, c'est vraiment une grande première mondiale qu'on a aidé à soutenir en 2025 et on continue notre partenariat avec eux en 2026 car nous aurons très bientôt dans Edenia ces magnifiques caméléons qui seront présentés au public.
Nous avons aussi un projet sur la tortue Kawan, donc tortue Kawan qui est ici, pas très loin, qu'on en a 2. Ça, c'est un projet avec la Fondation de l'Océanographique de Valence en Espagne. Alors, on soutient leur programme d'échouage. Donc, ils ont un réseau d'échouage sur toute la côte de Valence, mais aussi plus largement en Espagne, et permettent d'intervenir 24 heures sur 24 très rapidement pour sauver les animaux échoués sur la côte. Donc ici, c'est vraiment un programme qui se concentre, qui met en avant les tortues, mais qui est aussi concentré sur les cétacés, les requins, les raies, même les hippocampus, les coraux, qui sont en difficulté sur toute cette zone.